Je suis Daniela, j'ai 32 ans, la cadette de 2 filles. Toute ma vie, maman m'a comparé à ma parfaite sœur, Sarah. Lors de ce dîner fatidique, lorsque maman a ricané ces mots, quelque chose en moi a finalement craqué. 20 ans à me sentir la seconde ont culminé à ce moment où elle a dit « Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur ». Le silence dans la pièce était assourdissant après que je me sois levé et que j'ai donné la réponse que je retenais depuis des décennies. Si vous avez déjà été comparé à vos frères et sœurs, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour écouter mon histoire complète sur la façon dont j'ai finalement trouvé ma voie et tout changé. En grandissant dans notre maison de banlieue américaine, notre famille semblait parfaite en apparence. Mon père travaillait comme ingénieur dans une entreprise respectée, ramenant un revenu stable et nous surprenant occasionnellement avec de petits cadeaux de ses voyages d'affaires. Ma mère était une comptable méticuleuse, ses compétences organisationnelles s'étendant de son bureau à notre maison immaculée. Et puis il y avait Sarah, ma sœur, de 5 ans mon aînée, et la star incontestée de notre famille. Sarah était tout ce que des parents rêvent que leur enfant soit. Avec sa beauté naturelle, ses notes excellentes et son talent apparemment sans effort pour le piano et le tennis, elle était l'enfant prodige dans tous les sens du terme. Les professeurs s'illuminaient lorsqu'ils apprenaient que j'étais la petite sœur de Sarah Williams, s'attendant immédiatement à la même brillance de ma part. Malheureusement pour eux, et pour ma mère, je n'étais pas une Sarah 2.0. Dès mes plus lointains souvenirs, j'étais moyenne dans la plupart des domaines traditionnels. Mes notes tournaient autour de la moyenne B, pas terrible, mais certainement pas spectaculaire. Les mathématiques étaient particulièrement difficiles, et je passais des heures à la table de la cuisine avec des papiers éparpillés autour de moi, retenant mes larmes alors que je luttais avec des fractions et des équations que Sarah avait maîtrisées des années auparavant à un plus jeune âge. Ce que j'avais, c'était un amour pour l'art et la créativité. À l'âge de 6 ans, je remplissais des carnets de croquis de dessins colorés, créant des mondes entiers avec mon imagination. Je présentais fièrement ces créations à ma mère, espérant le même enthousiasme qu'elle montrait pour les réussites de Sarah. Je me souviens d'une soirée particulière où j'avais 7 ans. Sarah, 12 ans à l'époque, jouait du Chopin à son récital de piano. Elle était assise droite sur le banc, ses doigts dansant sur les touches avec une précision et une émotion qui démentaient son jeune âge. Le public a éclaté en applaudissements à la fin, ma mère essuyant des larmes de fierté de ses yeux. Le lendemain, j'ai terminé une peinture de notre famille sur laquelle j'avais travaillé pendant une semaine entière. Je l'ai portée avec précaution dans le salon où ma mère lisait. « Maman, regarde ce que j'ai fait pour toi », ai-je dit, tendant mon chef-d'œuvre à 2 mains. Elle a levé les yeux brièvement. « C'est joli, Daniela, mais pourquoi le ciel est-il violet ? » « Les ciels sont bleus, ma chérie. Et regarde, le bras de ton père est trop long. Tu devrais faire plus attention aux proportions. » Je suis resté là, mes petites mains serrant plus fort la peinture, sentant ma poitrine se serrer. J'ai fait le ciel violet parce que je trouvais ça joli. Eh bien, ce n'est pas réaliste. Sarah dessinait des natures mortes parfaites à ton âge, a-t-elle répondu, retournant déjà à son livre. J'ai tranquillement rapporté ma peinture dans ma chambre et l'ai glissée sous mon lit, où beaucoup de mes créations pas assez bonnes finiraient par prendre la poussière. Le jour de ma remise de diplôme de l'école primaire a été un autre rappel brutal de la disparité dans la façon dont nos réussites étaient perçues. J'avais travaillé dur toute l'année et j'avais obtenu principalement des B avec quelques A. Alors que nous marchions vers la voiture après la cérémonie, mon bulletin à la main, ma mère a parcouru les notes et a soupiré. Sarah obtenait des A+ à ton âge, Daniela. Si seulement tu t'appliquais un peu plus, tu pourrais faire mieux. Je me souviens d'avoir regardé le sol, observant mes chaussures de remise de diplôme brillantes s'érafler le trottoir. La fierté que j'avais ressentie quelques instants auparavant s'évaporait comme la rosée du matin sous un soleil de plomb. C'était mon père qui me servait souvent de bouée de sauvetage émotionnel pendant ces années. Contrairement à ma mère, il semblait me voir pour qui j'étais, pas pour qui j'échouais à être en comparaison de Sarah. Il s'asseyait avec moi pendant que je dessinais, posant des questions sur mes créations et demandant même parfois des dessins spécifiques pour son bureau. Un soir, après une journée particulièrement difficile de comparaison, il est venu dans ma chambre et s'est assis au bord de mon lit. « Tu sais, Dani, » a-t-il dit, en utilisant le surnom que lui seul m'appelait, « tout le monde n'est pas destiné à briller de la même manière. Certaines étoiles sont brillantes et évidentes, comme l'étoile du Nord. D'autres peuvent sembler moins remarquables au début, mais quand on les regarde vraiment, elles ont des couleurs et des qualités qui leur sont propres. » Je n'ai pas complètement compris ce qu'il voulait dire à l'époque, mais ces paroles m'ont réconforté.
Au moins une personne dans ma famille voyait quelque chose de précieux en moi. Malgré ces moments de soutien, le message constant de ma mère et le renforcement subtil de la famille élargie et des professeurs étaient clairs, je vivais dans l'ombre de Sarah, et ma propre lumière était faible en comparaison. J'ai développé des mécanismes d'adaptation très tôt. Je suis devenue experte pour sourire et hocher la tête lorsque les gens me posaient des questions sur la dernière réussite de ma sœur. J'ai appris à détourner les conversations des comparaisons académiques. Plus important encore, je me suis construit un monde intérieur privé où je me promettais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je trouverais quelque chose dans lequel je pourrais exceller, quelque chose qui ferait que ma mère me regarderait de la même manière qu'elle regardait Sarah. Mais chaque année qui passait, cette promesse devenait plus difficile à croire. L'écart entre les réussites de Sarah et les miennes semblait se creuser plutôt que de se réduire. Et tandis qu'une partie de moi commençait à accepter que je ne serais peut-être jamais à la hauteur, une autre partie aspirait toujours désespérément à l'approbation de ma mère. Au moment où j'ai terminé l'école primaire, j'avais développé une relation complexe avec la réussite et la reconnaissance. Je les désirais et les craignais à la fois, sachant que tout ce que j'accomplirais serait inévitablement mesuré à l'aune de l'étalon hors de Sarah. Pourtant, je gardais l'espoir que le collège serait différent, que je trouverais enfin ma place pour briller. Cet espoir, comme beaucoup d'autres auparavant, se révélerait plus compliqué que mon jeune cœur ne l'avait anticipé. L'été avant mon entrée en 4e a marqué un tournant important dans la dynamique de notre famille. Sarah n'avait pas seulement été acceptée à l'université de Harvard, mais elle avait reçu une bourse d'études complète. Notre maison s'est transformée en un centre de célébration, avec des parents et des amis de la famille qui venaient constamment la féliciter, ainsi que mes parents. Je me souviens de la fête que ma mère a organisée, notre salon orné de décorations cramoisies et blanches, des souvenirs de Harvard bien en évidence sur toutes les surfaces. En aidant à disposer les plats de nourriture, j'ai entendu ma mère dire à ses amis, « Nous avons toujours su que Sarah était destinée à de grandes choses. » Dès qu'elle a commencé à parler en phrases complètes à 18 mois, nous le savions. J'avais 13 ans, naviguant maladroitement dans les premières étapes de l'adolescence tout en me sentant de plus en plus invisible dans ma propre maison. Ce soir-là, alors que les invités adulaient Sarah, je me suis éclipsé dans ma chambre, j'ai mis ma musique à fond et j'ai commencé à dessiner agressivement dans mon carnet, les crayons déchirant parfois le papier. Quand l'école a repris cet automne-là, quelque chose en moi avait changé. L'élève désireuse de plaire a disparu, remplacée par une fille qui ne voyait plus l'intérêt d'essayer. Mes notes, qui n'avaient jamais été exceptionnelles mais étaient au moins respectables, ont commencé à chuter. Des C et même quelques D sont apparus sur mes bulletins, chacun accueilli avec une déception et une frustration croissante de la part de ma mère. À la mi-semestre, j'ai été convoqué au bureau du conseiller d'orientation. À ma grande mortification, ma mère avait organisé la réunion. Elle était assise bien droite sur l'une des chaises du bureau, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, l'expression sombre. Daniela a toujours été un peu une sous-performante par rapport à sa sœur, a-t-elle expliqué à Monsieur Wilson, le conseiller, comme si je n'étais pas assise juste là. Mais ce comportement récent est préoccupant. Sa sœur était présidente de classe à cet âge et se préparait pour les cours de niveau avancé. Monsieur Wilson, à son crédit, a essayé de réorienter la conversation. Chaque élève a son propre parcours, Madame Williams. Et si nous parlions des intérêts et des points forts de Daniela? Mais ma mère n'était pas intéressée par cette conversation. La réunion s'est terminée par un plan d'amélioration du comportement qui comprenait des rapports de progrès hebdomadaires et des privilèges restreints jusqu'à ce que mes notes s'améliorent. C'est à cette époque que j'ai découvert un nouvel exutoire pour ma créativité et ma rébellion. Le centre communautaire local proposait des ateliers d'art le week-end, et j'ai commencé à expérimenter avec des styles d'art urbain, des croquis de mode et des techniques mixtes qui semblaient à des années-lumière des natures mortes et des paysages traditionnels que ma mère considérait comme du véritable article. Ma garde-robe s'est progressivement transformée aussi. Fini les tenues BCBG que ma mère préférait, remplacées par des trouvailles de friperie, des t-shirts de groupes de musique et des accessoires qui me faisaient sortir du lot plutôt que de me fondre dans la masse. Je me suis teint une mèche de cheveux en violet, une décision qui a entraîné une privation de sortie de 2 semaines et une interminable leçon sur le respect de mon apparence. Que vont penser les gens, se lamentait ma mère. Sarah n'a jamais traversé une phase comme celle-ci. C'est peut-être ça le problème, ai-je rétorqué. Peut-être que j'en ai marre d'entendre ce que Sarah ferait. Mon cercle social a également changé. J'ai gravité vers d'autres parias créatifs qui ne correspondaient pas au moule conventionnel du succès. Ma meilleure amie, Émilie, est devenue ma bouée de sauvetage pendant ces années turbulentes.
Avec ses cheveux aux pointes vertes et sa passion pour la photographie, elle représentait tout ce que ma mère désapprouvait, ce qui rendait notre amitié d'autant plus précieuse pour moi. Ta mère a des œillères, Sarah, m'a dit Émilie un après-midi alors que nous étions assises sur les gradins après l'école, évitant de rentrer à la maison. Elle ne voit pas au-delà de sa parfaite première-née pour réaliser qu'elle a une autre fille géniale qui est juste géniale de différentes manières. Ces mots sont restés en moi, fournissant un cadre pour comprendre le dysfonctionnement de notre famille qui ne m'obligeait pas à être le problème. Malgré mon apparente apathie scolaire, j'ai continué à développer mes compétences artistiques en secret. Lorsque mon lycée a annoncé un concours de création de mode pour étudiants pendant ma 2e année, j'ai travaillé pendant des semaines sur ma participation, restant tard après l'école et travaillant chez Émilie pour le cacher à ma mère. Le jour de l'annonce, je pouvais à peine contenir mon excitation lorsque mon nom a été appelé comme la gagnante de la première place. Mon dessin, une robe d'inspiration vintage réinventée avec des éléments architecturaux modernes, avait impressionné les juges du collège d'art local qui supervisaient le concours. Ce soir-là, j'ai fait irruption par la porte d'entrée, trophée et certificat en main, prête à enfin partager une réussite dont ma mère pourrait être fière. Maman, ai-je appelé, la trouvant dans la cuisine en train de préparer le dîner. J'ai remporté la première place au concours de design. Elle a levé les yeux des légumes qu'elle coupait, son expression plus confuse que satisfaite. Le quoi? Le concours de création de mode à l'école. Regarde. J'ai tendu le trophée. Une petite figurine tenant un morceau de tissu en l'air. Elle a posé son couteau et s'est essuyé les mains sur une serviette, examinant mon prix en fronçant les sourcils. Je ne savais même pas que tu participais à un concours. Quand as-tu travaillé là-dessus? C'est pour ça que ta note d'algèbre a chuté à un CE le mois dernier? Mon cœur s'est serré. Est-ce que ça a de l'importance? J'ai gagné, maman. Sur toute l'école. Elle m'a rendu le trophée avec un soupir. Daniela, si tu passais la moitié du temps sur tes études que tu passes sur ces projets artistiques, tu pourrais avoir un avenir comme ta sœur. Sarah se préparait déjà pour les examens d'entrée à l'université à ton âge, elle ne perdait pas de temps avec des passe-temps. Quelque chose a craqué en moi à ce moment-là. Ce n'est pas un passe-temps. C'est ce dans quoi je suis doué, ce que j'aime. Pourquoi ne peux-tu pas le voir? Ce que je vois, c'est un potentiel gâché, a-t-elle répondu froidement. Ces petits projets créatifs ne t'amèneront pas dans une bonne université ni ne te fourniront un avenir stable. Ce ne sont pas de petits projets pour moi, ai-je crié, la voix brisée par l'émotion. Et peut-être que je ne veux pas de l'avenir de Sarah. Peut-être que je veux le mien. C'était notre première vraie confrontation. La première fois que j'avais ouvertement contesté sa vision de qui je devais être. J'ai couru dans ma chambre et j'ai claqué la porte, serrant mon trophée et sanglotant dans mon oreiller. Mon père est entré plus tard, s'asseyant tranquillement sur le bord de mon lit et posant une main douce sur mon épaule. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, a-t-il dit doucement, bien que je puisse entendre le doute dans sa voix. Non, ai-je répondu à travers les larmes. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour Sarah. Elle veut une autre Sarah. Cette nuit a marqué un tournant dans ma relation avec ma mère. La tension tacite entre nous avait enfin trouvé sa voie, et il n'y aurait pas de retour en arrière vers une simulation polie. La situation est devenue de plus en plus tendue lorsque Sarah a obtenu son diplôme de Harvard avec la mention au summa cum laude et a immédiatement décroché un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats à Boston. Une fois de plus, notre maison est devenue un sanctuaire pour les réussites de Sarah, diplôme encadré, lettre d'offre du cabinet d'avocats affichée sur le réfrigérateur, appel téléphonique constant de parents félicitant mes parents d'avoir élevé une fille aussi exceptionnelle. Pendant tout ce temps, je me préparais pour ma propre remise de diplôme, postulant dans des universités avec de solides programmes d'art et de design, et essayant de tracer un chemin qui me semblait fidèle à moi-même. Mais à chaque pas que je faisais vers mon propre avenir, je sentais le poids de la comparaison devenir plus lourd, menaçant d'écraser le fragile sentiment d'identité que je construisais. Lorsque mes lettres d'acceptation à l'université sont arrivées, j'ai reçu de bonnes nouvelles de plusieurs écoles d'art, y compris une bourse partielle pour le programme de design réputé de l'Université d'État. Ce n'était pas Harvard, mais c'était exactement là où je voulais être. J'imaginais que ma mère reconnaîtrait au moins cette réussite, mais sa réponse fut prévisiblement décevante. L'Université d'État, a-t-elle dit, les sourcils levés en regardant la lettre d'acceptation. Je suppose que c'est mieux que le collège communautaire, bien que Sarah ait eu des offres d'écoles de l'Ivy League de partout. J'avais anticipé cette réaction et j'ai été surprise de constater que cela faisait moins mal que prévu.
Peut-être que je développais enfin une immunité aux comparaisons constantes. Ou peut-être que j'avais simplement atteint la limite de ce que je pouvais me soucier de son approbation. Le jour de l'emménagement dans les dortoirs universitaires a apporté un sentiment de libération que je n'avais jamais connu. Ma petite mais lumineuse chambre, partagée avec une étudiante en musique nommée Zoé qui passait le plus clair de son temps dans les salles de répétition, est devenue mon sanctuaire. Pour la première fois, je pouvais décorer mon espace exactement comme je le voulais, travailler sur mes créations à toute heure et exister sans l'ombre menaçante de la perfection de Sarah. Les premières semaines de cours ont été écrasantes mais exaltantes. Je me suis retrouvé entouré de gens qui pensaient visuellement, qui valorisaient la créativité et les perspectives originales. Dans mon cours d'introduction à la création de mode, j'ai rencontré le professeur Linda Carter, une ancienne créatrice pour de grandes maisons de mode qui était retournée à l'enseignement pour former de nouveaux talents. Après notre 3e cours, elle m'a demandé de rester. Mon estomac s'est noué, conditionné à attendre la critique lorsqu'il était interpellé par des figures d'autorité. Vos croquis préliminaires montrent un réel potentiel, Daniela, a-t-elle dit, en feuilletant mon travail. Il y a un point de vue distinctif ici, brut mais avec de forts instincts pour les proportions et les détails inattendus. Je suis resté figé, ne sachant pas comment répondre à un éloge qui me semblait si étranger. Merci, ai-je finalement réussi à dire. Je vois beaucoup d'étudiants avec des compétences techniques, a-t-elle poursuivi, mais moins avec une vision authentique. Continuez à développer cette voie. C'est ce qui vous distinguera dans cette industrie. Je suis sorti de cette salle de classe en me sentant plus grande, comme si ces mots avaient physiquement redressé mes épaules perpétuellement voûtées. Quelqu'un qui savait de quoi il parlait voyait de la valeur dans mon travail, non pas en comparaison avec quelqu'un d'autre, mais pour ses propres mérites. Au fur et à mesure que le semestre avançait, j'ai commencé à trouver mon rythme sur les plans académiques et social. J'ai rejoint la société de mode de l'université et je me suis lié d'amitié avec d'autres étudiants en design qui partageaient ma passion. Pour les projets, j'ai développé un style qui mélangeait la couture structurée avec des matériaux inattendus et des influences de l'art de la rue, une combinaison que le professeur Carter m'a encouragé à affiner. Pendant ma 2e année, j'ai rencontré Jason dans un cours de théorie des couleurs. Il étudiait le graphisme, était calme, mais avec un esprit vif qui se révélait une fois qu'on le connaissait. Contrairement aux garçons avec qui j'étais sorti occasionnellement au lycée, Jason s'intéressait sincèrement à mon travail et à mes ambitions. Il restait assis pendant des heures dans l'atelier pendant que je drapais du tissu sur des mannequins, offrant des commentaires réfléchis et m'apportant du café pendant les sessions de création nocturne. Notre relation s'est développée lentement, fondée sur l'amitié et le respect mutuel. Il ne m'a jamais fait sentir que je devais rivaliser pour obtenir de l'attention ou de la validation, quelque chose que je n'avais pas réalisé être possible dans une relation. Malgré les changements positifs dans ma vie, les appels téléphoniques hebdomadaires avec ma mère restaient un exercice de patience. Elle posait des questions superficielles sur mes cours avant de diriger inévitablement la conversation vers les dernières réussites de Sarah. Sarah vient de conclure sa première grosse affaire, annonçait-elle. Les associés parlent déjà de lui faire gravir les échelons rapidement. Ou encore, Sarah et Michael viennent de verser un acompte pour un appartement à Beacon Hill. À son âge, tu imagines? Quand Sarah s'est fiancée à Michael, un avocat d'affaires prospère qu'elle a rencontré dans son cabinet, ma mère a passé tout notre appel à décrire la bague, la demande en mariage et les relations prestigieuses de la famille de Michael. Tu devrais vraiment parler à ta sœur de la façon dont elle a réussi à trouver un si bon parti, a suggéré ma mère. Peut-être qu'elle pourrait te présenter à certains des collègues de Michael. J'ai jeté un coup d'œil à Jason, qui dessinait à mon bureau, inconscient de ma conversation. Je vois quelqu'un, maman, ai-je dit. J'ai mentionné Jason plusieurs fois. Oh, l'étudiant en art, a-t-elle répondu, son ton indiquant clairement ce qu'elle en pensait. Eh bien, c'est bien pour l'instant, ma chérie. La nature temporaire implicite de ma relation était typique de la façon dont elle voyait mes choix de vie, transitoires, expérimentaux, pour être finalement remplacés par des décisions plus sensées qui s'alignaient sur le modèle de réussite de Sarah. Pendant ma 3e année, je m'étais imposé comme l'une des étudiantes les plus remarquables du programme de design. Mon travail avait été présenté dans l'exposition de fin d'études du département, et le professeur Carter m'avait choisi pour un poste d'assistante d'enseignement très convoité. Je constituais un portfolio et je commençais à réfléchir à des stages qui pourraient lancer ma carrière après l'obtention de mon diplôme. Puis est venue l'annonce du concours national de design pour étudiants, un événement annuel qui attirait des candidatures des meilleures écoles de design du pays. Le gagnant recevrait un prix en espèces et, plus important encore,
l'occasion de voir son travail vu par des professionnels de l'industrie. J'ai passé des mois à développer ma collection pour le concours, me poussant à créer des pièces à la fois innovantes et portables. Jason et mes amis ont été témoins de l'évolution de mes créations, m'encourageant dans les moments de doute et célébrant les petites victoires en cours de route. La veille du jour où je devais soumettre mon portfolio final, mon téléphone a sonné. C'était ma mère qui appelait pour notre conversation hebdomadaire. « Salut, maman », ai-je répondu, en épinglant une dernière pièce de mon tableau de présentation. « Daniela, as-tu entendu parler de la promotion de Sarah ? Elle sera la plus jeune associée senior de l'histoire de son cabinet. » « C'est super, dis-je automatiquement, la réponse étant ancrée après des années de pratique. « Nous sommes si fiers. Ton père et moi disions que toutes ces nuits tardives à étudier ont vraiment porté leurs fruits pour elle. Il y a eu une pause et je savais ce qui allait suivre. Comment vont tes cours ? Toujours en train de faire ses projets de mode ? J'ai pris une profonde inspiration. En fait, je termine ma participation au concours national de design pour étudiants. C'est un très gros événement dans l'industrie. Oh, dit-elle, la voix plate. Eh bien, ne te fais pas trop d'illusions, ma chérie. Ces domaines créatifs sont si compétitifs, et tout le monde n'a pas le talent naturel de ta sœur pour le droit. Il n'y a aucune honte à être réaliste quant à tes perspectives. J'ai fermé les yeux, le téléphone pressé contre mon oreille, entouré des preuves de mois de travail acharné et de croissance. Merci pour les encouragements, maman, dis-je, sans prendre la peine de cacher le sarcasme dans ma voix. Je suis juste honnête, Daniela. Tout le monde ne peut pas être exceptionnel comme Sarah. Parfois, être dans la moyenne est parfaitement acceptable. Après avoir raccroché, je suis resté assise sans bouger pendant plusieurs minutes, ces mots résonnant dans ma tête. Puis, avec des mouvements délibérés, je suis retourné à mon travail, canalisant la blessure en un dernier effort pour parfaire ma soumission. En terminant les derniers détails, je me suis fait une promesse, que je gagne ou que je perde ce concours, je ne mesurerai plus ma valeur aux yeux de ma mère. Il était temps d'être l'autorité sur ma propre valeur. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université d'État avec mention en design, une réussite qui me semblait monumentale, mais qui n'a été reconnue par ma mère qu'avec un bref « c'est bien, ma chérie », avant qu'elle ne retourne à la discussion sur la dernière victoire de Sarah au tribunal. La cérémonie de remise des diplômes elle-même a été assez agréable, avec mon père rayonnant de fierté et même Sarah faisant le déplacement pour y assister, bien que ma mère ait réussi à mentionner au moins 3 fois que Sarah avait obtenu son diplôme de Harvard avec la mention summa cum laude. Armé de mon diplôme et de mon portfolio, j'ai décroché un poste de débutante chez Meridian Design, un petit mais respecté studio qui créait des costumes pour des films indépendants et de plus petites productions théâtrales. Le salaire était minime, à peine suffisant pour couvrir ma part de loyer dans l'appartement de 2 chambres que j'ai trouvé avec une autre diplômée. Mais c'était un pied dans la porte d'une industrie notoirement difficile à percer. Mes premiers mois dans le monde professionnel ont été une rude adaptation. Le glamour que j'associais à la création de mode a été rapidement dissipé par la réalité des tâches fastidieuses, des délais serrés et des clients exigeants. La plupart des jours étaient consacrés à des modifications mineures de créations existantes ou à la recherche de matériaux dans des budgets incroyablement serrés. Pendant ce temps, Sarah avait de nouveau été promue, devenant la plus jeune associée de l'histoire de son cabinet. Mes parents ont organisé une autre célébration, avec champagne et traiteur, à laquelle j'ai assisté avec un sourire figé et un nœud grandissant dans l'estomac. Le contraste entre son bureau d'angle avec vue sur la ligne d'horizon de Boston et mon atelier bondé dans un entrepôt reconverti n'aurait pas pu être plus frappant. « Comment va le travail de costumière ?» m'a demandé Sarah pendant cette fête, faisant un effort pour s'intéresser à ma vie. « C'est de la création, pas seulement des costumes », ai-je corrigé automatiquement. « Et c'est difficile, mais j'apprends beaucoup. » Elle a hoché la tête avec sympathie. « Eh bien, tout le monde doit commencer quelque part. Je suis sûr que tu graviras les échelons un jour. » Même venant de Sarah, qui, je le croyais, voulait bien faire, le commentaire m'a piqué. Il y avait toujours l'implication que mon chemin était en quelque sorte moins valide, moins impressionnant, un tremplin vers quelque chose qui ressemblait plus à sa version du succès. La réalité financière de la carrière que j'avais choisie est devenue de plus en plus évidente dans les mois qui ont suivi. Pendant que Sarah achetait sa première maison, je comptais mes sous pour payer le loyer et jonglais avec les paiements de cartes de crédit. Jason et moi sortions ensemble régulièrement pendant cette période, sa propre carrière en design graphique progressant de manière un peu plus lucrative que la mienne. Mais le stress de l'insécurité financière a commencé à peser sur notre relation.
Peut-être que tu devrais envisager une direction plus commerciale, a-t-il suggéré un soir après que je me sois plainte d'une journée de travail particulièrement difficile. Il n'y a rien de mal à créer pour le commerce de détail. Au moins, ça paie mieux. Ce n'est pas pour ça que je me suis lancé là-dedans, ai-je répondu, frustré que même lui ne semble pas comprendre. Je ne veux pas créer de la mode jetable qui finit dans les décharges après une saison. Je sais, mais tu dois aussi vivre, a-t-il dit doucement. Tu peux à peine te payer l'épicerie en ce moment. La dispute a dégénéré, touchant à des questions plus profondes d'ambition, de pragmatisme et de nos différentes perspectives sur la réussite professionnelle. C'était notre première grosse dispute, et bien que nous nous soyons réconciliés, quelque chose avait changé. 2 mois plus tard, après plus de tensions et de désaccords de plus en plus fréquents, nous avons décidé de faire une pause qui est finalement devenue une séparation permanente. Le cœur brisé et remettant en question mes choix, je me suis jeté encore plus intensément dans mon travail. Je suis resté tard à l'atelier, je me suis porté volontaire pour les projets les plus difficiles et j'ai passé les week-ends à développer mes propres créations, refusant d'abandonner la vision qui m'avait soutenu pendant des années de doute. Le tournant est arrivé de manière inattendue. Meridian a été engagé pour créer les costumes d'une production théâtrale expérimentale, et en raison de contraintes budgétaires et d'un calendrier serré, on m'a donné plus de responsabilités que d'habitude. J'ai conçu une série de vêtements transformables qui pouvaient être modifiés sur scène pour représenter l'évolution des personnages, en utilisant des techniques que j'avais développées dans mon travail personnel. La soirée de la première est arrivée et je me tenais nerveusement au fond du théâtre, regardant les acteurs donner vie à mes créations. Le public a eu un hoquet de surprise audible lors d'une scène de transformation particulièrement dramatique. Et lors de la fête qui a suivi, le metteur en scène a tenu à reconnaître publiquement ma contribution. Les costumes étaient des personnages à part entière ce soir, a-t-il dit, levant un verre dans ma direction. Daniela Williams a créé quelque chose de vraiment spécial ici. Parmi les participants se trouvait une blogueuse de mode locale qui m'a approché pour une interview sur mon processus de création. L'article qu'elle a publié la semaine suivante a attiré l'attention d'Emma Wilson, une créatrice bien établie connue pour ses créations d'avant-garde et son engagement en faveur de pratiques durables. À mon grand étonnement, Emma m'a envoyé un email directement, exprimant son intérêt pour mon travail et m'invitant à lui montrer mon portfolio. Notre rencontre autour d'un café s'est transformée en une conversation de 3 heures sur la philosophie du design, l'innovation et l'avenir de la mode. À la fin, elle m'a offert un poste au sein de sa petite mais influente équipe de design. Le salaire était encore modeste selon la plupart des normes, mais il représentait une amélioration significative de ma situation financière et de ma position professionnelle. Plus important encore, c'était la validation de quelqu'un dont l'opinion que je respectais profondément. J'ai appelé mes parents ce soir-là, impatiente de partager ce qui me semblait être ma première percée professionnelle significative. Emma Wilson a répété ma mère après que je lui ai expliqué avec enthousiasme qui elle était et l'opportunité qui m'avait été offerte. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Est-ce toujours du travail de costumière? Non, maman. C'est de la haute couture. Le travail d'Emma a été présenté dans Vogue et porté sur les tapis rouges. C'est un très gros coup. Eh bien, ça a l'air bien, a-t-elle dit, son ton suggérant le contraire. Je suppose que tu as eu de la chance de la rencontrer à ce truc de théâtre. Ce n'était pas de la chance, dis-je, mon enthousiasme se transformant en une déception familière. Elle m'a contacté parce qu'elle a été impressionnée par mon travail. A fredonné ma mère sans s'engager. En parlant de travail impressionnant, Sarah t'a-t-elle parlé de sa dernière affaire? Elle représente cette entreprise de technologie dans le grand procès antitrust. On en a parlé dans tous les journaux. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, me promettant que ce serait la dernière fois que je chercherais son approbation. Mon père a rappelé 10 minutes plus tard. Je voulais juste te dire félicitations, Danny, a-t-il dit chaleureusement. J'ai cherché cette Emma Wilson, et ses créations sont remarquables, différentes, comme ton travail. Je suis fier de toi d'avoir attiré son attention. Son soutien signifiait tout. Une petite île de validation dans une mer d'indifférence. Mais alors que je me préparais à commencer mon nouveau poste, je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'arrêterais un jour de mesurer mes réussites à l'aune de la norme impossible du succès de Sarah, ou si ma mère verrait un jour mon chemin comme autre chose qu'une pâle ombre de la brillance de ma sœur. 6 mois après avoir commencé mon poste dans l'équipe de design d'Emma Wilson, j'ai reçu une invitation qui m'a rempli à la fois d'obligation et d'appréhension, le dîner du 60e anniversaire de ma mère. Dans des circonstances normales,
j'aurais peut-être trouvé une excuse pour envoyer mes regrets, mais la voix de mon père au téléphone avait ce ton particulier qui me disait que mon absence le blesserait profondément. Ça signifierait beaucoup pour ta mère, Danny, a-t-il dit. Sarah et Michael viennent de Boston. Toute la famille sera réunie. Je me suis donc retrouvé un vendredi soir au début de l'automne, garant ma voiture d'occasion dans l'allée de la maison de mon enfance, me préparant mentalement aux comparaisons inévitables et aux pics subtils qui caractérisaient les réunions de famille. J'avais apporté un cadeau soigneusement choisi, un foulard en soie vintage aux couleurs préférées de ma mère que j'avais trouvé dans une vente de succession et que j'avais fait restaurer professionnellement. C'était réfléchi, mais dans mon budget limité, bien que je sache qu'il pallierait à côté du cadeau extravagant que Sarah offrirait sans aucun doute. La maison avait l'air exactement comme toujours, méticuleusement entretenue et décorée avec une tenue de bon goût. En remontant le chemin vers la porte d'entrée, je pouvais déjà entendre des voix à l'intérieur, la cadence familière de la conversation de ma famille, apportant à la fois réconfort et anxiété. Sarah a répondu à ma porte, l'air aussi impeccable et soigné que jamais dans une robe sur mesure qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Mais son sourire semblait sincère alors qu'elle m'a prise dans ses bras. « Daniela, tu es superbe », a-t-elle dit en reculant pour m'examiner. « J'adore ta tenue. C'est une de tes créations ?» J'ai hoché la tête, surprise par son intérêt. La robe que je portais était en effet ma propre création. Une pièce simple mais distinctive avec des détails architecturaux aux épaules, faite de tissu vintage recyclé. La structure est incroyable, a-t-elle poursuivi. Tu dois me parler de ton nouveau travail. Avant que je puisse répondre, notre mère est apparue dans le couloir derrière Sarah. Daniela, tu es enfin là, a-t-elle dit, s'avançant pour m'offrir sa joue pour le baiser obligatoire. Nous étions sur le point de commencer les apéritifs sans toi. Désolé, il y avait beaucoup de circulation en sortant de la ville, ai-je expliqué, bien que j'ai été précisément à l'heure. Joyeux anniversaire, maman. Le dîner s'est d'abord déroulé comme prévu. Mon père avait préparé le plat préféré de ma mère, et la conversation tournait principalement autour du travail de Sarah et de sa vie avec Michael à Boston. Je picorais ma nourriture, offrant des réponses appropriées lorsqu'on s'adressait directement à moi, mais me fondant autrement dans le décor, comme j'avais appris à le faire des années auparavant. Puis, pendant le plat principal, Sarah s'est raclé la gorge et a échangé un regard significatif avec Michael. En fait, nous avons des nouvelles, a-t-elle annoncé, le visage rayonnant d'excitation. J'ai été promue avocate principale pour la division internationale du cabinet. Mes parents ont éclaté en félicitations, ma mère tapant même des mains de joie. Et, a poursuivi Sarah, son sourire s'élargissant, nous attendons un bébé. Je suis enceinte de 3 mois. La nouvelle de mon neveu ou de ma nièce à venir a momentanément éclipsé même l'impressionnante annonce de carrière. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes alors qu'elle se précipitait autour de la table pour embrasser Sarah, tandis que mon père rayonnait de fierté de grand-père. J'ai offert mes propres félicitations sincères, vraiment heureuse pour ma sœur malgré la pointe familière d'inadéquation que ses réussites inspiraient toujours. Un toast, a déclaré mon père en levant son verre, à Sarah et Michael, et aux nouveaux membres de notre famille. Nous avons tous levé nos verres, ma mère tamponnant ses yeux avec sa serviette. Mon premier petit enfant, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Sarah, tu nous as toujours rendus si fiers. Et maintenant ça. C'est parfait. Alors que l'excitation retombait et que la conversation revenait aux détails de la grossesse de Sarah et au plan pour la chambre du bébé, je me suis retrouvé à vouloir contribuer quelque chose de positif à la soirée. Malgré des années de déception, une partie enfantine de moi désirait encore l'approbation de ma mère. En fait, j'ai aussi des nouvelles, ai-je dit pendant une accalmie dans la conversation. Tous les yeux se sont tournés vers moi, et j'ai senti un battement nerveux dans mon estomac. Une de mes créations a été sélectionnée pour être incluse dans la vitrine des créateurs émergents de la Fashion Week de New York. Il y eut un moment de silence avant que Sarah ne parle. Daniela, c'est incroyable. La Fashion Week de New York, c'est énorme. Mon père a tendu la main pour me serrer la mienne. Félicitations, Danny. C'est quand? Nous devrions tous essayer d'être là. C'est le mois prochain, ai-je répondu, réchauffé par leur réaction. C'est juste une pièce dans une exposition de groupe, mais c'est une grande opportunité de visibilité. J'ai regardé ma mère, espérant un signe d'enthousiasme. Son expression était polie mais nettement moins animée qu'elle ne l'avait été quelques instants auparavant. Ah oui, a-t-elle demandé.
Eh bien, ça a l'air bien. C'est l'événement principal ou une sorte de spectacle parallèle? Le dédain dans son ton était si familier qu'il ne me faisait presque plus mal. Presque. Ça fait partie de la plateforme des créateurs émergents, ai-je expliqué, en gardant ma voix égale. De nombreux créateurs à succès ont commencé là. A-t-elle hoché la tête, son intérêt diminuant clairement. Je suppose que toute exposition est bonne dans votre domaine. Elle s'est retournée vers Sarah. Maintenant, à propos de la fête prénatale, je pensais que nous pourrions l'organiser ici, peut-être avec un thème de jardin puisque la date d'accouchement est au printemps. La conversation a repris comme si ma nouvelle n'avait été qu'une interruption mineure. Je me suis de nouveau tu, poussant la nourriture dans mon assiette et me demandant pourquoi j'avais pris la peine de partager ma réussite. Plus tard, alors que nous passions au salon pour le café et le gâteau d'anniversaire, mes parents ont commencé à discuter des plans pour leur 40e anniversaire de mariage. Nous pensions louer une salle, a expliqué mon père. Rien de trop élaboré, mais quelque chose de bien pour marquer l'occasion. Ces endroits coûtent une fortune de nos jours, a dit ma mère en fronçant les sourcils. Je regardais la salle Gardenia, mais leur minimum est de $3000, sans compter la nourriture ou les boissons. Je pourrais contribuer, a immédiatement offert Sarah. Considérez ça comme une partie de votre cadeau d'anniversaire. C'est très généreux, ma chérie, a rayonné ma mère. Le cabinet de Michael doit bien vous traiter. Nous sommes à l'aise, a reconnu modestement Sarah. Et nous voulons aider à rendre ce moment spécial pour vous deux. Ma mère s'est tournée vers moi, les sourcils levés d'un air interrogateur. Et toi, Daniela? Vas-tu contribuer aussi? La question était chargée d'une conscience de mes limites financières, qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre comme faisant partie normale de l'établissement dans une industrie créative. Je peux aider à la planification et aux éléments de design, ai-je offert. Je pourrais créer des invitations et des décorations personnalisées qui coûteraient une fortune si vous engagiez quelqu'un. L'expression de ma mère s'est durcie. Je pensais plutôt à une aide financière, Daniela. Ta sœur propose d'aider avec les dépenses réelles. Je sais ce que Sarah propose, ai-je répondu, une pointe d'agacement dans la voix. Je propose ce que je peux. Ce qui n'est pas grand-chose, a dit ma mère avec un geste de la main dédaigneux. Comme d'habitude. La pièce est devenue inconfortablement silencieuse. Michael s'est soudainement beaucoup intéressé à son café tandis que mon père a jeté un regard d'avertissement à ma mère qu'elle a ignoré. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à t'épuiser dans ce passe-temps de la mode alors que tu aurais pu poursuivre quelque chose de pratique, a-t-elle poursuivi. Ta sœur a été pratique, et regarde-la maintenant. Poste de direction, belle maison, bébé en route. Tu aurais pu avoir tout ça aussi si tu t'étais appliqué correctement. J'ai senti la chaleur me monter au visage. La création de mode n'est pas un passe-temps, maman. C'est ma carrière, une carrière pour laquelle j'ai travaillé incroyablement dur. Travailler dur à la mauvaise chose reste un effort gaspillé, a-t-elle répondu. Soyons honnêtes, Daniela. Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. Je pense que j'ai enfin accepté ce fait. Peut-être que tu devrais le faire aussi. Les mots ont flotté dans l'air comme une gifle. 20 ans de comparaison, de déception et de réussite diminuée se sont cristallisés dans cette seule déclaration brutale. J'ai regardé autour de moi. Sarah semblait mortifiée. Mon père, abasourdi et silencieux. Ma mère était assise bien droite sur le bord de sa chaise, son expression suggérant qu'elle avait simplement énoncé une vérité évidente que tout le monde avait été trop poli pour mentionner. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. La blessure était toujours là, mais elle était éclipsée par une clarté soudaine et surprenante. Je me suis levé lentement, les mains stables malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Si je ne serai jamais aussi bonne que Sarah, dis-je, la voix calme et claire, alors peut-être que tu devrais lui demander de payer tes factures. Le silence qui a suivi était absolu. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte sous le choc, ses joues rougissant. Excusez-moi, a-t-elle finalement réussi à dire. Tu m'as entendu, ai-je poursuivi, trouvant une force que je ne savais pas posséder. Si Sarah est ton étalon de mesure pour le succès et la valeur dans cette famille, alors dirige toutes tes attentes vers elle. Demande-lui de financer ta fête d'anniversaire. Demande-lui de valider tes choix de vie. Demande-lui de réaliser tous les rêves que tu avais et que j'échoue apparemment à satisfaire. J'ai pris une profonde inspiration, des années de pensée refoulées trouvant enfin une voie. Depuis 20 ans, j'essaie de te faire me voir, non pas comme une comparaison à Sarah,
mais comme ma propre personne avec mes propres talents et rêves. Mais tu n'as jamais été intéressé par qui je suis réellement, seulement par qui j'échoue à être. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement ma mère. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, ai-je secoué la tête. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu veux le prestige d'avoir 2 filles diplômées de Harvard, au succès conventionnel, dont tu peux te vanter auprès de tes amis. Mais ce n'est pas qui je suis, et ce n'est pas qui je veux être. Je me suis tourné vers Sarah, dont les yeux étaient grands ouverts d'un mélange de surprise et de ce qui ressemblait à un respect naissant. Sarah, je t'aime, et je suis sincèrement heureuse de ton succès. Mais maman t'a utilisé comme une arme contre moi toute ma vie, et je ne peux plus faire semblant que ça ne me fait pas mal. À ma grande surprise, Sarah s'est levée et s'est mise à mes côtés. Elle a raison, maman, a-t-elle dit doucement. Tu nous as toujours comparés, et ce n'a pas été juste pour Daniela. Sais-tu à quel point j'ai ressenti de la pression, sachant que tu utilisais mes réussites pour la faire se sentir inadéquate? As-tu la moindre idée de l'impact que cela a eu sur notre relation de sœur? Ma mère avait l'air sincèrement confuse, comme si la possibilité que son comportement ait nui à ses 2 filles ne lui était jamais venue à l'esprit. Je vous ai juste toujours poussé toutes les 2 à exceller, a-t-elle dit sur la défensive. Non, a finalement parlé mon père, la voix inhabituellement ferme. Tu as poussé Sarah à exceller dans des domaines que tu valorisais, et tu as poussé Daniela à être Sarah. Ce n'est pas la même chose, Elisabeth. L'utilisation du prénom de ma mère, quelque chose que mon père faisait rarement en famille, a souligné la gravité du moment. Ma mère l'a regardé, la trahison se lisant sur ses traits. Je suis resté trop longtemps à observer cette dynamique, a-t-il poursuivi. Je me suis dit que ce n'était pas ma place d'interférer dans la façon dont tu éduquais, mais j'avais tort. J'aurais dû m'exprimer il y a des années quand j'ai vu à quel point tes comparaisons constantes blessaient Daniela. Le visage de ma mère s'est légèrement crispé, mais je ne pouvais pas dire si c'était par un remords sincère ou simplement par le fait d'être confronté. Je me suis senti soudainement épuisé, des décennies de refoulement émotionnel faisant des ravages maintenant que la digue avait cédé. Je pense que j'ai besoin d'air, dis-je, en me dirigeant vers la porte d'entrée. Personne n'a essayé de m'arrêter alors que je sortais dans la fraîcheur du soir, refermant la porte derrière moi avec un doux clic qui ressemblait en quelque sorte au point final d'une phrase très longue et compliquée. Je me suis assise sur les marches de l'entrée, respirant profondément et me sentant à la fois plus légère et terrifiée. J'avais enfin dit les mots que je retenais depuis la majeure partie de ma vie, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Serait-ce la fin de ma relation avec ma mère? Avais-je irrémédiablement endommagé notre famille? Ou y avait-il une possibilité, aussi petite soit-elle, que cette confrontation puisse mener à la guérison? En levant les yeux vers les étoiles naissantes, j'ai réalisé que, quoi qu'il arrive ensuite, je m'étais enfin défendu et j'avais défendu ma valeur. Pour la première fois de ma vie, j'avais refusé d'accepter le récit selon lequel j'étais une version inférieure de ma sœur. Quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face en tant que Daniela, selon mes propres termes, non plus définis par qui je n'étais pas. La semaine qui a suivi mon explosion au dîner d'anniversaire de ma mère s'est déroulée dans un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Je me suis jeté dans le travail, reconnaissante des exigences de la préparation de la Fashion Week qui occupait mon esprit pendant la journée. La nuit, cependant, je restais éveillé, rejouant la scène dans ma tête, alternant entre la justification et la culpabilité, le soulagement et l'anxiété. Je n'avais parlé à personne de ma famille depuis mon départ ce soir-là. Mon père avait appelé 2 fois, laissant des messages vocaux doux, disant qu'il était là quand je serais prête à parler mais sans rien exiger. Le silence de ma mère était assourdissant mais pas surprenant. Ce qui m'a surprise, c'est le texto que j'ai reçu de Sarah le 6e jour. On peut parler? Juste nous 2. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café à mi-chemin entre mon appartement et son hôtel. Elle était en ville pour affaires, a-t-elle expliqué, mais avait prolongé son séjour spécifiquement pour me voir. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise à une table d'angle, 2 tasses de café l'attendaient. J'ai commandé ton habituel, a-t-elle dit en m'asseyant. Du moins ce qui était ton habituel. Latte à la vanille, c'est ça? J'ai hoché la tête, touché qu'elle se souvienne d'un si petit détail sur moi. Merci. Comment te sens-tu? J'ai fait un geste vague vers son ventre. Les nausées matinales commencent enfin à s'estomper, a-t-elle répondu avec un petit sourire. Mais je ne t'ai pas demandé de venir ici pour parler du bébé. Je voulais parler de ce qui s'est passé à l'anniversaire de maman.
Je me suis instinctivement tendu, me préparant à la critique ou à un appel à m'excuser d'avoir gâché la soirée. Au lieu de cela, Sarah a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. « Je suis désolée », a-t-elle dit, ses yeux sincères. « Je suis tellement désolée de ne jamais avoir réalisé à quel point tu souffrais ou comment mes réussites étaient utilisées contre toi. J'aurais dû le voir. » Cette excuse inattendue m'a prise au dépourvu. « Ce n'était pas de ta faute, dis-je automatiquement. Tu vivais juste ta vie, tu avais du succès. Peut-être, a-t-elle reconnu. Mais je n'étais pas une bonne sœur. Je savais que maman nous comparait, mais je me suis convaincu que c'était une éducation normale ou que cela te pousserait à trouver ton propre chemin. Je n'ai jamais considéré à quel point c'était vraiment dommageable. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, communiquant vraiment peut-être pour la première fois de notre vie d'adulte. Sarah a partagé ses propres difficultés avec les attentes de notre mère, la pression qu'elle ressentait pour maintenir son image parfaite, et son admiration sincère pour mes talents créatifs et ma détermination. Tu sais ce qui est ironique, a-t-elle dit, en remuant les restes de sa 3e tasse de thé. J'étais jalouse de toi. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Jalouse de moi? C'est absurde. Pas du tout, a-t-elle insisté. Tu as toujours su exactement ce que tu voulais faire. Tu avais cette passion pour le design depuis que tu étais petite, et tu n'as jamais hésité. Je suis tombée dans le droit parce que c'était ce qu'on attendait de moi, ce dans quoi j'étais douée. Mais je n'ai jamais eu cette certitude, ce feu que tu as. Ces paroles ont changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de notre dynamique familiale. J'avais toujours vu Sarah comme l'enfant prodige, parfaite sans effort et sûre de sa place. L'idée qu'elle ait pu envier des aspects de ma vie ne m'était jamais venue à l'esprit. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je finalement demandé. Avec maman, je veux dire. Sarah soupira. Elle est blessée et confuse. Je ne pense pas que quelqu'un ait jamais remis en question sa vision du monde comme ça auparavant. Papa est. Eh bien, papa lui tient enfin tête aussi. Ils ont beaucoup de conversations à huis clos. En nous quittant avec une étreinte sincère, j'ai ressenti les premiers frémissements d'espoir que notre relation de sœur puisse peut-être évoluer vers quelque chose de plus sain, quelque chose basé sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition. 2 jours plus tard, mon père est apparu à mon studio pendant ma pause déjeuner. Je lui avais envoyé l'adresse par texto, mais j'étais quand même surprise de le voir naviguer dans le chaos créatif de l'espace de travail, l'air à la fois déplacé dans sa chemise boutonnée et immensément fier en examinant les croquis et les échantillons de tissu éparpillés sur mon bureau. C'est donc ici que la magie opère, hein, a-t-il dit avec précaution, en prenant un panneau de design pour ma pièce de la Fashion Week. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, gênée mais satisfaite de son intérêt. D'habitude, ce n'est pas aussi en désordre. Nous sommes allés dans un sandwicherie voisine où il m'a posé des questions réfléchies sur mon travail avant de finalement orienter la conversation vers ce que nous savions tous les deux être la vraie raison de sa visite. Je te dois des excuses, Danny, a-t-il dit solennellement. J'aurais dû te protéger davantage. Je savais ce qui se passait, comment les comparaisons de ta mère t'affectaient, mais j'ai choisi la voie de la moindre résistance. Je te réconfortais en privé au lieu de la défier publiquement. Tu as toujours été mon soutien, papa, dis-je, le pensant vraiment. Je ne sais pas si j'aurais survécu à cette maison sans toi. Le soutien ne suffit pas quand une injustice se produit, a-t-il répondu, les yeux tristes. Je t'ai laissé tomber en n'étant pas ton défenseur quand tu en avais besoin. J'essaie de me rattraper maintenant avec ta mère. Il a expliqué que ma confrontation les avait forcés tous les deux à examiner des vérités douloureuses sur leur parentalité et leur mariage. Ma mère n'avait pas la tâche facile pour accepter son rôle dans la dégradation de notre relation, mais elle commençait au moins à remettre en question son comportement. Elle ne comprendra peut-être jamais complètement, a-t-il prévenu. Elle vient d'une famille où la réussite était la seule mesure de la valeur. Mais elle t'aime, Daniela, même si elle a une terrible façon de le montrer. La veille de mes débuts à la Fashion Week, alors que j'apportais les dernières retouches à ma pièce, mon téléphone a vibré avec un message texte. C'était de ma mère, la première communication directe depuis le dîner d'anniversaire. Bonne chance demain. Je sais que c'est important pour toi. Pas d'éloges effusifs, pas de déclaration d'avoir vu l'erreur de ses manières, mais c'était quelque chose, une petite reconnaissance de mon monde selon mes termes. J'ai répondu par un simple merci, incertaine de devoir en ajouter plus, décidant finalement que les petits pas étaient encore un progrès. Le matin du défilé,
j'étais un paquet de nerfs et d'excitation. Emma m'avait donné la journée pour me préparer, et les créateurs émergents avaient eu du temps pour les derniers essayages et ajustements avant l'événement du soir. Ma pièce, une robe de soirée déconstruite qui se transformait grâce à une série d'éléments stratégiques pour révéler différents aspects de sa structure, représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé. En aidant mon mannequin à enfiler le vêtement complexe, vérifiant chaque détail de manière obsessionnelle, j'essayais de ne pas penser à qui pourrait être ou ne pas être dans le public. Ce moment concernait mon travail, ma vision, pas l'approbation ou la validation de ma famille. Le défilé lui-même s'est déroulé dans un tourbillon de lumière, de musique et d'adrénaline. Debout en coulisses, j'ai regardé ma création défiler sur le podium, le public réagissant avec des murmures d'appréciation alors que le mannequin démontrait les éléments transformateurs du design. Emma m'a serré l'épaule en signe d'approbation silencieuse, et j'ai ressenti une vague de fierté professionnelle, non entachée par de vieilles insécurités. Ce n'est qu'après le défilé, lors de la réception qui a suivi, que je les ai vus. Mon père était facile à repérer, sa taille le rendant visible au-dessus de la foule. Mais c'est la vue de ma mère à côté de lui qui m'a arrêté en pleine conversation. Et à côté d'elle, Sarah et Michael, tous scrutant la pièce, me cherchant clairement. Emma a remarqué ma distraction. La famille, a-t-elle demandé avec perspicacité. J'ai hoché la tête, soudainement nerveuse d'une manière que les professionnels de l'industrie ne m'avaient pas rendue. Vas-y, m'a-t-elle encouragé. Je te couvrirai auprès des acheteurs pendant quelques minutes. J'ai traversé la foule, mon père m'apercevant le premier et me faisant signe. En m'approchant, j'ai pu voir que ma mère était mal à l'aise dans cet environnement inconnu, sa posture rigide et son sourire crispé. Vous êtes venus, dis-je, la déclaration s'adressant à eux tous, mais mes yeux fixés sur ma mère. On ne manquerait ça pour rien au monde, a répondu chaleureusement mon père en m'embrassant. Ton travail était magnifique, Danny. Vraiment spécial. Sarah m'a ensuite serré dans ses bras. Cette robe était incroyable. La façon dont elle changeait sur le podium, je n'ai jamais rien vu de tel. Ma mère se tenait un peu à l'écart, observant la scène autour de nous. La foule de l'industrie de la mode, si différente de ses cercles sociaux habituels. Finalement, elle m'a regardé directement. C'était très créatif, a-t-elle dit, son ton prudent, comme si elle cherchait les mots justes dans une langue étrangère. Le public semblait très impressionné. Venant d'elle, c'était presque une ovation debout. J'ai remarqué qu'elle portait le foulard vintage que je lui avais offert pour son anniversaire. Un petit geste qui en disait long. Merci d'être venu, dis-je sincèrement. Vous tous. Ça compte beaucoup. Emma Wilson nous a parlé brièvement, a dit mon père. Elle a dit des choses remarquables sur ton talent et tes perspectives d'avenir. J'ai vu quelque chose vaciller sur le visage de ma mère à ce moment-là, peut-être le début d'une prise de conscience que mon chemin, si différent de celui de Sarah, pouvait avoir une valeur et un succès légitime. Est-ce qu'elle est importante dans votre domaine? A demandé ma mère avec hésitation. Très, ai-je répondu, sans élaborer, la laissant avec la connaissance que quelqu'un d'important appréciait mon travail. Nous n'avons pas eu de réconciliation spectaculaire ce soir-là. Il n'y a pas eu d'excuses larmoyantes ni de profondes déclarations de changement. Mais alors que ma mère se préparait à partir, elle s'est arrêtée, me regardant avec une expression que j'avais rarement vue dirigée vers moi. Ton père et moi aimerions que tu viennes dîner la semaine prochaine, a-t-elle dit. Pour parler, si tu es d'accord. C'était une petite ouverture, une fissure étroite dans un mur très épais, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Je vais vérifier mon emploi du temps, ai-je répondu, sans m'engager ni refuser. Alors qu'il partait, Sarah est restée un instant. Elle essaie, a-t-elle dit doucement, à sa manière. Le fait qu'elle soit venue ce soir, c'était un grand pas pour elle. J'ai hoché la tête, comprenant que des décennies de comportements ancrés ne changeraient pas du jour au lendemain, si elles changeaient du tout. Un pas à la fois, ai-je convenu. En retournant à la réception de l'industrie, j'ai été surprise de constater que l'anxiété qui avait toujours accompagné les pensées de ma famille avait quelque peu diminué. Que ma mère accepte ou non un jour pleinement mes choix ou apprécie mes réussites pour elle-même, j'avais commencé le processus de les apprécier vraiment moi-même. Et peut-être que c'était la pièce la plus importante depuis le début. Un an après ma confrontation au dîner d'anniversaire de ma mère, beaucoup de choses avaient changé dans ma vie. La visibilité de la Fashion Week de New York avait conduit à des relations et des opportunités précieuses, me permettant finalement de quitter l'équipe d'Emma avec sa bénédiction pour créer mon propre petit studio de design. Ce n'était guère un empire,
juste un espace modeste avec 2 assistants à temps partiel, mais c'était le mien, construit sur ma vision créative et ma détermination. Mes créations avaient attiré l'attention pour leur structure innovante et leur orientation durable, ce qui m'a valu des articles dans plusieurs publications de l'industrie. La stabilité financière qui m'avait échappé si longtemps était enfin à portée de main, bien que je vive encore simplement par rapport au style de vie de Sarah. Ma relation avec ma famille avait évolué de manière à la fois attendue et surprenante. Mon père et moi nous sommes rapprochés plus que jamais. Sa fierté pour mes réussites s'exprimait désormais ouvertement et fréquemment. Il était devenu un visiteur régulier de mon studio, s'intéressant sincèrement à mon processus de création et aux aspects commerciaux de mon travail. Sarah et moi avons développé une relation qui, bien que naviguant encore dans des moments parfois délicats, était fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la comparaison. La naissance de sa fille, ma nièce Lily, avait apporté une nouvelle dimension à notre lien. J'ai conçu une robe de baptême spéciale pour le bébé, incorporant des éléments subtils d'héritage familiaux, un geste qui a ému Sarah aux larmes. Je veux que Lily connaisse sa tante, m'a dit Sarah lors d'un de nos déjeuners de sœurs désormais réguliers, pour savoir que le succès se présente sous différentes formes et que trouver sa passion est ce qui compte le plus. L'évolution la plus complexe, comme on pouvait s'y attendre, a été avec ma mère. Notre relation est restée un travail en cours, avec des pas en avant souvent suivis de retours en arrière. Le dîner auquel elle m'avait invité après la Fashion Week avait été tendu mais productif. Le premier de nombreuses conversations où nous avons tenté de mieux nous comprendre. « Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser », avait-elle dit lors de ce premier dîner, ses mains serrées autour de son verre d'eau. « Je pensais te motiver à atteindre ton potentiel. » En me disant constamment que je n'étais pas aussi bonne que Sarah, avais-je demandé, en essayant de ne pas mettre d'accusation dans mon ton. En te montrant ce qui était possible, avait-elle répondu, croyant sincèrement à sa logique. Sarah a placé la barre si haut. Je pensais que ça t'inspirerait. Il était clair que nous voyions les mêmes expériences à travers des prismes fondamentalement différents. Ma mère avait été élevée dans un foyer où la réussite était assimilée à l'amour, où la comparaison était considérée comme une motivation plutôt qu'une destruction. Rompre avec des décennies de ce conditionnement n'a pas été un processus simple. Il y avait encore des moments où elle faisait des comparaisons irréfléchies ou minimisait mes réussites d'une manière qui me piquait. Mais il y avait aussi de nouveaux moments, ceux où elle faisait des efforts visibles pour comprendre mon monde selon ses propres termes. Elle avait commencé à poser des questions sur le design et la mode, maladroitement au début, mais avec une curiosité de plus en plus sincère. Elle avait même encadré un croquis que je lui avais donné, l'exposant bien en vue dans leur salon à côté du diplôme de droit de Sarah, un petit mais significatif geste d'équivalence. Dans ma vie personnelle, une réunion inattendue avait eu lieu. 6 mois après la Fashion Week, j'étais littéralement tombé sur Jason lors d'une exposition d'art, renversant son verre dans une scène digne d'une comédie romantique. Les années de séparation nous avaient tous les deux fait mûrir, sa carrière de graphiste s'étant épanouie tandis qu'il développait une plus grande appréciation pour la poursuite de la passion plutôt que de la praticité. J'avais tort avant, a-t-il admis lors de notre premier dîner de retrouvailles. Je t'ai dit de compromettre ta vision pour la sécurité. Mais te voir construire quelque chose de fidèle à toi-même a été une source d'inspiration. J'aurais dû mieux te soutenir. Notre relation a repris lentement. Nous étions tous les deux prudents après notre précédente rupture, mais il y avait maintenant une profondeur et une compréhension qui manquaient auparavant. Il comprenait mon éthique de travail, mon besoin de créer selon mes propres termes, et j'appréciais sa stabilité et sa prévenance d'une manière que mon moi plus jeune avait prise pour acquise. Le changement le plus profond, cependant, était interne. La confiance qui avait commencé à émerger le soir où je me suis enfin opposé à ma mère s'était renforcée de mois en mois. Je ne mesurais plus ma valeur par comparaison avec Sarah ou qui que ce soit d'autre. J'avais construit une vie qui reflétait mes valeurs et ma vision, une vie où le succès était défini par l'intégrité créative et l'épanouissement personnel plutôt que par des critères externes. Cette nouvelle assurance m'a permis de reconnaître que Sarah aussi avait été victime des attentes de notre mère, à sa manière. Le rôle de fille parfaite était venu avec ses propres pressions et contraintes. Nos conversations ont révélé comment elle avait parfois envié ma liberté artistique tout en se sentant piégée par le succès même qui lui avait valu l'approbation de notre mère. Apprendre à pardonner à ma mère a peut-être été l'aspect le plus difficile de mon parcours. Non pas parce qu'elle avait opéré une transformation complète, mais parce que j'ai fini par comprendre que le vrai pardon ne consistait pas à effacer le passé ou à prétendre que la blessure n'avait jamais eu lieu. Il s'agissait de libérer son emprise sur mon présent et mon avenir. On ne pardonne pas pour l'autre personne,
m'avait expliqué mon thérapeute lors d'une des séances que je m'étais enfin autorisé à suivre. On pardonne pour soi-même, pour se libérer du poids du ressentiment. Cette perspective m'a aidé à maintenir des limites avec ma mère tout en permettant à notre relation d'évoluer. J'ai appris à la corriger lorsque d'anciens schémas émergeaient sans que la conversation ne dégénère en dispute ou en repli. J'ai appris à apprécier ses efforts, aussi imparfaits soient-ils, sans exiger qu'elle devienne quelqu'un qu'elle ne serait peut-être jamais complètement. Le point culminant de cette année de croissance est arrivé lors de l'ouverture de ma première exposition solo, une collection qui explorait la transformation et la résilience à travers la mode durable. J'avais invité toute ma famille, y compris les parents éloignés qui avaient auparavant considéré mon choix de carrière avec une confusion polie. L'espace de la galerie était rempli de professionnels de l'industrie de la mode, d'artistes locaux et de clients potentiels. Mon père rayonnait en se déplaçant dans la foule, se présentant fièrement comme le père de Daniela. Sarah a travaillé de manière experte en mon nom, son sens juridique étant étonnamment transférable à la promotion de l'entreprise créative de sa sœur. Et puis il y avait ma mère, initialement hors de son élément mais faisant un effort visible pour s'engager, pour comprendre ce monde si différent du sien. Je l'ai observée de l'autre côté de la pièce alors qu'elle étudiait l'une de mes pièces maîtresses, une veste qui incorporait des éléments vintage réutilisés avec des techniques structurelles modernes. Je me suis approché lentement, lui laissant le temps de se forger ses propres impressions sans mon influence. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé, me tenant enfin à côté d'elle. Elle s'est retournée, étudiant mon visage avant de regarder à nouveau la création. « C'est magnifique » a-t-elle dit avec une sincérité surprenante. Je ne comprends pas tous les aspects techniques, mais je peux voir que c'est spécial. La façon dont tu as transformé ces pièces plus anciennes en quelque chose de nouveau tout en honorant leur histoire, c'est assez remarquable. J'ai souri, sincèrement touché par son effort de voir mon travail à travers une lentille d'appréciation plutôt que comparative. J'ai quelque chose pour toi, dis-je, la conduisant vers une pièce exposée dans un coin, quelque peu séparée de la collection principale. C'était une robe vintage redessinée, subtile mais élégante, avec des éléments structurels qui rappelaient la préférence de ma mère pour les styles classiques tout en incorporant mon approche distinctive. Elle est inspirée d'une photographie de toi de tes 20 ans, ai-je expliqué. Papa m'a montré des photos de vos débuts. J'ai pensé que tu aimerais la voir. Ma mère a fixé le vêtement, puis a tendu la main pour toucher le tissu avec des doigts délicats. À mon grand étonnement, ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu as fait ça pour moi » a-t-elle demandé, la voix inhabituellement douce. « Oui » ai-je hoché la tête. « C'est à toi. » Elle s'est alors tournée vers moi, l'émotion clairement visible sur son visage. « Tu as un tel talent, Daniela. Une telle vision. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. » Merci, dis-je, acceptant simplement à la fois le compliment et les excuses implicites. Je suis fier de toi, a-t-elle ajouté, les mots que j'avais attendus des décennies d'entendre. Fier de toi pour qui tu es, pas pour qui je pensais que tu devrais être. Alors qu'elle m'a serré dans ses bras, un peu maladroitement mais avec un sentiment sincère, j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de plus précieux que son approbation. J'avais atteint un point où je n'en avais plus besoin pour valider ma valeur, bien que je puisse toujours l'apprécier comme un cadeau librement offert. Plus tard dans la soirée, alors que l'exposition touchait à sa fin, j'ai trouvé un moment de calme pour réfléchir au parcours qui m'avait mené ici. De la petite fille cherchant désespérément l'approbation, à la femme qui avait enfin trouvé le courage de se lever et de revendiquer sa propre valeur, en passant par l'adolescente rebelle et la jeune artiste en difficulté. Je n'avais pas besoin d'être aussi bonne que ma sœur. J'avais seulement besoin d'être authentiquement moi-même, d'honorer mes propres dons et ma vision, de créer une vie qui reflétait ma perspective unique plutôt que la définition du succès de quelqu'un d'autre. Parfois, l'acte le plus puissant n'est pas d'atteindre une quelconque mesure externe de grandeur, mais simplement de se lever et de dire sa vérité. Non pas pour blesser les autres, mais pour se libérer des limites qu'ils vous ont imposées. En ce moment de prise de position, vous découvrez que vous avez été suffisant depuis le début. Avez-vous déjà dû vous opposer à quelqu'un qui vous comparait constamment aux autres? Comment avez-vous trouvé le courage de définir le succès selon vos propres termes? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est suffisant exactement tel qu'il est. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte de soi et de guérison. Rappelez-vous, la plus belle chose que vous puissiez être, c'est d'être authentiquement vous-même.